Yves Aubin de la Messusière, bonjour. Bonjour. Donc, pour rappeler un peu votre parcours, vous avez été diplômé de la Sorbonne en islamologie et diplômé en arabe littéral et oriental. Vous êtes entré au ministère des Affaires étrangères en 1968, c'est ça. Vous êtes passé par le Yémen, la Syrie, le Maroc ou encore l'Égypte. Vous avez été ambassadeur au Tchad, à Bagdad, avant de l'être à Tunis entre 2002 et 2005. Aujourd'hui, vous présidez l'association du MUSEM et vous avez écrit un livre, Mes années Ben Ali. Donc ce printemps arabe, vous l'aviez vu venir? On ne pouvait pas imaginer, quand j'étais en 2002, de 2002 à 2005, et puis j'ai suivi la situation en Tunisie au cours des années qui ont suivi, personne ne pouvait imaginer le scénario tel qu'il s'est déroulé. Mais par contre, et c'est l'une des motivations qui m'a amené à écrire ce livre, Mes années Ben Ali, c'est que l'on pressentait, lorsque j'étais en Tunisie, à l'ambassade, que le régime était véritablement là en difficulté. Et on avait fait une étude prospective qu'on a écrite en 2004 pour évoquer la Tunisie, ce que serait la Tunisie en 2010. Alors on n'a pas vu évidemment le scénario de déstabilisation. Alors ce que nous avions vu, c'est ce mal-être et ce malaise de la jeunesse. Que c'est un pays jeune et pour un peu plus d'un tiers des jeunes diplômés ne trouvaient pas de travail. Ils se trouvaient donc au chômage. Parce que c'est une jeunesse qui est plutôt éduquée. Qui a fait plutôt des éduquée, études oui, parce que le niveau d'éducation, effectivement, en Tunisie, beaucoup plus que dans les pays de la région, est très évolué. Pas autant que le disait le régime, qui valorisait le fait que 100% des Tunisiens étaient scolarisés. Bon, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais effectivement, il y avait une politique d'éducation. C'était aussi une fabrique à chômage, parce que souvent les formations n'étaient pas adaptées aux besoins et au marché du travail. On a vu le martyre de Bouazizi, ce jeune étudiant diplômé et chômeur. Il y avait donc cette frustration du fait qu'il ne pouvait absolument pas participer à l'espace politique, il n'y avait pas d'espace d'expression. On sentait cette frustration et qui amenait d'ailleurs des jeunes à traverser la Méditerranée, même ceux qui avaient du travail, parce qu'ils se sentaient mal à l'aise dans ce pays-là. Et certains allaient, disons, vers le radicalisme, la violence, et allaient vers les réseaux djihadistes. Et puis aussi, il y a eu l'émergence de la société civile, de ces classes moyennes, très ouvertes vers l'extérieur, et qui là aussi étaient frustrées, parce qu'en fait, la politique de Ben Ali, c'est de dire nous avons en quelque sorte un contrat social, je vous assure, le régime assure la sécurité. Alors, effectivement, il y avait une forme de sécurité. Et puis le bien-être, il y avait une forme aussi de bien-être par rapport aux pays voisins. Et vous vous désistez du politique. Hein, la politique, c'est nous, et c'est pas vous. Et puis il y avait aussi un autre phénomène qui a beaucoup joué, c'est le phénomène de la corruption et surtout de la prédation et de ce que j'appelle le cartel des familles, qui était autour et qui frappait beaucoup aussi l'opinion. C'est-à-dire la corruption, elle était la prédation au niveau le plus haut, c'est-à-dire c'était la famille, et puis ça se déclinait à tous les niveaux dans l'administration, et y compris les policiers qui... C'est qu'en fait, ils verrouillaient tout à tous les niveaux. Alors tout était verrouillé, et puis la société était sous surveillance, bien entendu, et aussi les diplomates. Et voilà, et vous, en tant que diplomate, comment ça se passait alors avec le régime? Parfois difficilement, parce que j'étais placé sous une surveillance très étroite, et donc surveillé. Quand j'allais au restaurant, le restaurateur avait l'obligation d'avertir que l'ambassadeur de France était là, et aussitôt on les devinait. Il y avait 2 ou 3 policiers qui s'asseyaient à côté pour écouter la conversation, pour noter le nom des convives. Et quand j'invitais aussi à la résidence de France, eh bien, les plaques de voiture, les numéros des plaques de voiture étaient relevés, etc. Et puis surtout, il y avait une pression qui s'exerçait sur moi pour que je ne rencontre pas la société civile et l'opposition constituée et pourtant légale, parce qu'il m'est arrivé d'être convoqué à plusieurs reprises par le ministre des Affaires étrangères qui estimait que l'ambassade de France était trop en contact avec la société civile. On a essayé de vous corrompre? Non, enfin, on savait que j'étais incorruptible. Non, parce que les Tunisiens et le régime connaissaient, disons, ma réputation en quelque sorte, et mon intérêt pour les droits de l'homme, puisque j'avais été précédé par des articles dans la presse française, le Canard enchaîné écrivant 15 jours avant mon arrivée, mauvaise nouvelle pour Ben Ali, l'ambassadeur de France, Yves Aubin de la Messusière, est nommé à Tunis, et on connaît son attachement à la question des droits de l'homme. Au moins, le régime était averti. Quel regard vous avez aujourd'hui sur le parti Ennahda, sur le nouveau président? Comment vous qui avez justement aidé les opposants?
Non, alors, donc j'étais en contact. Et Ennahda, il était impossible d'avoir des contacts avec eux parce que c'était une formation interdite qui avait été totalement déstructurée, qui était à la fois en exil intérieur et extérieur. Et par contre, dans notre analyse, on pressentait que Ennahda, le moment venu, en tout cas la mouvance islamique, serait le recours. Donc, après Ben Ali. Ça, nous l'avons écrit, nous l'avons anticipé, nous l'avions analysé. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, ça, ce n'est pas une surprise. Ce qui a été une surprise, c'est le score important d'Ennahda. Il y a une bonne proportion, je ne pense pas majoritaire, de ceux qui ont voté pour Ennahda, non pas qu'ils adhèrent à l'idéologie de Ennahda, mais le fait que ce parti a été opprimé et est rentré dans la clandestinité. Et ça a été un facteur important. La Tunisie se recherche toujours, il y a toujours des conflits, il y a des sit-ins qui se font. Et le président est assez décrié malgré les efforts qu'il fait. On sent que c'est la marionnette des intégristes. La démocratie, c'est ce qu'on est en train de découvrir, mais on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. On ne peut pas juger maintenant. Ennahda, actuellement, en principe, ils sont dans les bons chemins. Hein, mais après, je ne peux pas le juger actuellement et on verra par la suite, dans une année ou deux. Donc vous êtes optimiste pour... Enfin, je suis plutôt optimiste, mais en étant très préoccupé par ce qui s'est passé récemment par la mouvance salafiste et qui ont créé, disons, des violences. Et l'une des violences en particulier, dont ils ont occupé une université pour pouvoir imposer le voile intégral. Et récemment, ils ont prononcé des slogans antisémites, anti-juifs, les juifs dehors, les juifs à mort, lorsque Ismaël Haniyeh, le Premier ministre du Hamas, est venu en visite officielle en Tunisie. Moi, ce qui me rend optimiste, quand il y a des dérives de ce genre, c'est la société civile qui réagit. Et les associations, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Association des femmes démocrates, les jeunes, à travers les réseaux sociaux, qui se sont remobilisés. Ils ne se laissent pas voler le printemps. Voilà, parce que le problème, en Tunisie comme ailleurs, le peuple de la révolution n'est pas le peuple des élections. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je suis relativement optimiste, mais il y aura une année difficile, l'année 2012, parce que nous sommes dans une année de transition. Et bon, on verra ça. Merci. Voilà.